de Moussa Keïta, réalisé par Yacouba Napon, alias MCZ. Envie de regarder uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains. Mais aussi des séries et bien d'autres programmes. Elle a embrassé papa, je l'ai vu. Tout cela depuis chez vous, à la maison, sur votre téléviseur et partout ailleurs, sur votre smartphone, PC et tablette. Pour un abonnement mensuel de 5 000 francs CFA, soit 8 € ou 10 $. Africa Stream, le cinéma africain en un clic. Sept jours dans la savane, le tout premier du mois de mars. Messieurs, dames, bienvenue et merci de votre fidélité. Audit général de l'administration publique, suspension du procès Thomas Sankara, guerre en Ukraine. Voilà les points de l'actualité à décrypter cette semaine avec Amadé Adamasoro, Rachid Assad Zongo et Stéphane Sanou. Et l'édito de la semaine est au rendez-vous et comme toutes les semaines, c'est avec le directeur de l'information de Savane Média, Soumaïla Rabo. Dans sa fête débat, nous parlerons de la transition politique au Burkina Faso avec notamment la charte constitutionnelle adoptée cette semaine par les forces vives de la nation. Certains observateurs trouvent non fondé le fait que cette charte permette aux membres du gouvernement et au Premier ministre d'être candidats aux futures élections. Pour en parler, nous recevrons Amadou Traoré, il est juriste, administrateur civil et ancien député, et David Moyenga, président du Socle citoyen pour la libération, un parti politique et ancien député sous la transition en 2015. Une fois de plus, merci d'être avec nous. Voilà, et pour le premier sujet des décryptages cette semaine, je suis en compagnie de Rachid Assad Zongo. Bienvenue. Bonjour Kambou, merci de me recevoir sur ton plateau et bien le bonjour à vous qui le suivez. Merci, et nous débutons par ces sujets. Le chef de l'État burkinabé a demandé à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASELC, de procéder dans les meilleurs délais à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique. Ce contrôle qui prendra la forme d'audit financier ou d'audit d'investigation ou encore de détection de fraude financière sera fait en collaboration avec l'Ordre national des experts comptables. Savane Média a recueilli l'avis de l'ancien ministre du Développement de l'économie numérique et des postes sous la transition de 2015, le docteur Amadou Nebila Yaro. Il répond aux questions de Trésorine Landou. Nous allons l'écouter avant d'en parler avec Rachid Assad Zongo qui est avec nous sur ce plateau. Je crois que en tant que financier, en tant que je dirais, adepte un peu de la bonne gouvernance financière, je ne peux que penser que du bien. Je pense que c'est quelque chose d'important. Les nouvelles autorités ont prôné la vertu, la bonne gouvernance. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose donc, que j'apprécie énormément. Ceci étant, je pense que c'est un peu aussi, on ne peut que regretter, je dirais, que ce ne soit maintenant que nous puissions arriver donc à ce niveau. La plupart je dirais tous les ministères, toutes les institutions ont des structures donc, de contrôle. Moi, ce que je regrette simplement, c'est qu'il a fallu attendre que des nouvelles autorités viennent demander un audit général, je dirais, donc, de l'administration publique. Ce sont les structures les plus habilitées en ce moment, en tout cas avec surtout l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption.
une structure publique dont le rôle, effectivement, donc, est je dirais donc, de procéder aux audits, au contrôle donc, au niveau donc, de l'administration publique. À mon avis, c'est la vertu de la bonne gouvernance. Je pense qu'il faut rappeler aux uns aux autres, aux gestionnaires donc, des finances publiques, aux gestionnaires donc, des fonds de l'État, aux gestionnaires des biens publics, des biens mobiliers et immobiliers donc, de l'État, que ces personnes-là doivent rendre compte donc, de la gestion donc, de ces biens-là. Le patrimoine de l'État est un patrimoine commun. Donc, à un moment ou à un autre, chacun est appelé donc, à gérer donc, ces biens-là. Et il est important que ces personnes-là puissent rendre compte, donc déjà donc, dans ce sens-là. Voilà, le docteur Amadou Nebila Yaro est interrogé donc à distance par Trésorine Landou. Il approuve l'idée d'audit au nom de l'obligation de rendre compte. Il trouve également que cela permettra de corriger les imperfections dans la gestion financière donc au sein de l'administration publique. Nous en parlons ici sur ce plateau avec Rachid Assad Zongo comme annoncé. Alors Rachid, quelle appréciation faites-vous de ce contrôle général de l'administration publique qui a été demandé par le chef de l'État? Merci Kambou. Avant peut-être de répondre directement à votre question, j'aimerais quand même bien que l'on revienne, on va dire, sur certains aspects du communiqué, parce que le communiqué en question évoque, on va dire, des aspects qui, à mon sens, sont pertinents. Et là-dessus, c'est déjà la question des EPE, puisque l'audit va concerner en grande partie les EPE et pratiquement tout ce qui est structure, institution assimilée. Société d'État. Tout à fait, tout à fait. Et là-dessus, c'est bon de clarifier ces aspects. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, à travers bien sûr la Direction des affaires monétaires et financières, assure, on va dire, pour le compte du ministère en charge des Finances, la tutelle financière des établissements publics de l'État, donc des EPE. Et les EPE, ce sont des personnes, on va dire, morales, précisément du droit public, créées par l'État. Ça, c'est bon justement à savoir. Et ces EPE-là sont chargés, bien sûr, d'une mission d'intérêt général qui sont dotés d'une certaine autonomie financière et donc bénéficient de prérogatives de puissance publique. Et je précise que les EPE sont régis principalement par la loi 10-2013 du 30 avril 2013 portant règles de création des établissements publics et des décrets bien sûr d'application. Et au Burkina Faso, on compte 8 catégories d'EPE. Je m'en vais rapidement les citer. Vous avez les établissements publics à caractère administratif. Vous avez les établissements publics également à caractère, on va dire, scientifique, culturel et technique. Voilà, on prendra pour exemple l'université Joseph Kizerbo. Vous avez le FESPACO, l'ensemble des ENEP, des écoles nationales d'enseignement public, le SENASA, pour ne citer que ces exemples-là. Vous avez aussi les établissements publics de santé, et on prendra l'exemple de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, voilà, des CHU, des CHR, voilà, tout ça, ça fait partie des établissements publics de santé. À côté de cela, il y a aussi les établissements publics à caractère professionnel, les établissements publics de prévoyance sociale, les fonds nationaux également sont intégrés, les groupements d'intérêt public et bien sûr les établissements publics à caractère, on va dire, économique. Pour ce qui est des assimilés, on pourrait justement citer les sociétés à capitaux publics qui sont régies, on va dire, par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Et c'est principalement la loi 025-99, je pense du 16 novembre 1999, portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et des textes d'application. Et on peut considérer ces sociétés-là, les sociétés donc à capitaux publics, comme les sociétés où l'État a en partie ou totalement, on va dire, des parts en termes d'action. Voilà. Donc, généralement, pour ce qui est des sociétés à capitaux publics, c'est cette dénomination qu'on donne. Toujours par rapport à cela, et pour mémoire, je pense qu'en 2020, en son temps, c'était le Premier ministre Dabiré qui était là. Il y a eu une assemblée générale qui a mobilisé pratiquement l'ensemble, on va dire, des acteurs qui sont concernés par la question. Et ça a permis justement de révéler que il y a plus d'une centaine d'EPE et plus d'une quinzaine,
on va dire, de fonds nationaux qui avaient transmis leurs états financiers. Et les états financiers révélaient, on va dire, des recettes qui s'élevaient pratiquement à plus de 210 milliards de francs CFA. Et ça, ce sont, comme je dis, les EPE et les fonds nationaux qui avaient pu justement faire les états financiers. Alors qu'il y en a plus. Voilà. Et ça s'élevait à pratiquement plus de 200 milliards de francs CFA en termes de recettes. Et ça, c'est, si je ne me trompe pas, la période 2019-2020. Et pour 2018, on se retrouvait avec pratiquement plus de 170 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Il y a l'exercice 2021 qui a eu cours. Je n'ai pas les chiffres, mais on sait que la tendance est en hausse. Voilà. Donc, nécessairement, cet audit-là va, on va dire, donner des indices, des mesures sur la santé financière de nos institutions. Le docteur, à travers justement son interview, est revenu sur la question de la gouvernance vertueuse, gouvernance dans le sens justement des états financiers de nos institutions. Donc je pense que cela en tout cas est la bienvenue. Ça va nous permettre d'aller dans le sens de ce qui est action voulue par, on va dire, les nouvelles autorités en charge de la transition et permettre que on s'inscrive maintenant dans une démarche d'assainissement de l'administration publique de façon générale. Aujourd'hui, quand on parle aussi d'audit des EPE de façon générale, je pense qu'on doit aller plus loin. Je prendrai pour exemple le cas d'Inata. Si on se souvient bien, on disait que c'était des personnes, pour parler des victimes, paix à leurs âmes, c'était des victimes qui se trouvaient dans une situation où les vivres n'arrivaient pas. C'est un dysfonctionnement. Pourquoi cela n'arrive pas? Je pense que ça encore, on doit chercher à fouiner et savoir. C'est vrai qu'un rapport a été justement dressé et en son temps confié à l'ex-président du Faso. Nous, pour ce qui est de la presse... Confié après à la justice militaire, selon ce que tout à fait. Nous, au niveau de la presse, on n'a pas encore eu les détails par rapport à ce dossier-là, mais on espère que cela pourra être élucidé parce qu'il y a, on va dire, des éléments qui font cas de la gestion financière qui ressortent, c'est sûr, dans ce dossier. Et il serait bon que... Et l'armée qui, depuis la SELC, même à peine à contrôler. Tout parce à fait. Que sur certains aspects, il est dit que... on disait que c'est secret défense. Tout à fait. Je pense qu'on devrait pouvoir lever... ne serait-ce que momentanément le verrou, voilà, pour que dans cet élan-là, on puisse également toucher des institutions que l'on pourrait penser intouchables. Parce que ça fait partie aussi, je pense, du registre de la bonne gouvernance ou sinon de la gouvernance vertueuse. Et si tant que cela est, je pense que la logique et l'esprit dans lequel s'inscrivent en tout cas les nouvelles autorités est à saluer. L'autre chose... Après la publication de ce communiqué, beaucoup ont estimé, par exemple à travers les réseaux sociaux, que cet audit ou ce contrôle devra concerner également l'armée. Parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, des dysfonctionnements qui ont été donc relevés, surtout après Inata. Voilà, pour dire qu'il ne devrait pas justement avoir d'exclusion. Il ne devrait véritablement pas avoir d'exclusion aucune. Et si tant que, comme je dis, cela est respecté, on est dans le bon registre, on est sur le bon chemin pour permettre qu'il y ait cet assainissement de nos administrations pour parvenir à une gouvernance vertueuse telle que citée par le docteur à l'instant. L'autre chose sur laquelle je me permets également de m'attarder, on a la chance qu'on ait un Premier ministre de la Transition qui vient nouvellement d'être nommé. Quand on parcourt un peu son profil, il présente en tout cas l'étoffe qui sied pour pouvoir gérer, on va dire, cette situation-là. Et je pense que c'est un bon départ. Si tant que on a des personnes comme ça qui peuvent, on va dire, d'une certaine manière, aider à ce qu'on atteigne nos objectifs, tant mieux. Et pourquoi je dis cela? Dans son profil, on me dit que c'est une personne qui a l'expérience en matière de management pour ce qui est, on va dire, du secteur administratif. C'est également quelqu'un qui n'est pas étranger aux questions financières et économiques et même de fiscalité. C'est quelqu'un qui a également, on va dire, côtoyé pratiquement, on va dire, ce qui rentre dans le registre de un peu la gouvernance de façon générale. Donc, pour dire que c'est quelqu'un qui n'est pas étranger pour ce qui est de toutes ces questions-là. Donc, si tant qu'il y a de la volonté, parce qu'il ne faut pas jouer le politique comme on l'a connu auparavant, oui. Il faudrait qu'on soit plus... Je ne sais pas si vous pouvez me prêter le terme, que l'on dépasse véritablement les pratiques d'avant.
Voilà. Soit plus vertueux. Tout à fait, que véritablement les anciennes pratiques qui ne nous permettent pas d'avancer, que l'on puisse véritablement rompre avec cela. Je pense que c'est en cela qu'on va pouvoir atteindre des objectifs véritablement intéressants. S'inscrit donc dans la logique de la charte des valeurs, bien entendu, qui a été donc annexée à la charte de la transition. Tout à fait. Et je pense que si tant que cela en tout cas est, on doit pouvoir atteindre des résultats en tout cas probants. Voilà. Du reste, et si vous me permettez justement d'achever. Allez-y. Aujourd'hui, je pense qu'on ne devrait pas, parce que c'est ce qui est en cours actuellement sur les réseaux sociaux, c'est un aspect, à mon sens, important qu'il faut aborder. D'aucuns voient en cela une sorte de chasse aux sorcières. Voilà. Je pense que les interprétations peuvent être plurielles. Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que derrière cela, ou même dans le fond, par cette initiative-là, la question d'intérêt général est centrale. La question de gouvernance vertueuse est également citée. La question de réorganisation de l'administration est également partie intégrante à cette démarche, à cet exercice. Donc, si tant que, dans le fond, on va arriver justement à cette situation-là, moi en tout cas je salue, on va dire, cette initiative. Mais si, comme le disent certains, à côté de cela, c'est une véritable chasse aux sorcières. Je pense que la démarche, elle est faussée. Mais peut-être ceux qui parleraient de chasse aux sorcières pourraient avoir raison si ces contrôles ne touchent pas l'armée. Comme je dis, si justement, on se retrouve dans une situation où il y a exclusion, si on se retrouve dans une situation où il y a des institutions où on ne lève pas le verrou, où l'on trouve des alibis pour les écarter, je pense qu'on ne va pas atteindre les résultats que l'on cherche. Il faudrait exclure personne. Voilà. Et si tant que cela est, comme je dis, l'initiative est à saluer, et on attend de voir concrètement ce qu'il en sera. C'est vrai que dans le communiqué, on parle de délai raisonnable. On espère aussi que cela ne va pas rentrer dans le registre, comme on le voit souvent avec la justice. En termes de procédure, ça prend le temps que ça prend. Et c'est finalement à la fin de la transition qu'on nous fait le rapport pour nous dire, bon, voilà ce qu'il en a été. Alors, on peut se réjouir quand même du fait que cela est annoncé en tout début de la transition. Donc, que ce soit les médias, la société civile, on aura le temps d'en faire le bilan. Ça ne sera quand même pas comme peut-être l'opération main propre annoncée par Roch-Marc Christian Kaboré, qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer parce que c'était à la dernière minute. Donc, ceux qui l'ont annoncé doivent s'attendre à ce qu'il soit suivi parce que les populations, la société civile, la presse est en droit d'attendre les résultats de ce contrôle qui a été annoncé, les audits qui ont été donc annoncés, et on pourra, au fur et à mesure que va durer cette transition, en faire le bilan. Tout à fait. Et comme je dis, on attend justement de voir ce qu'il en sera concrètement. Merci. Merci à vous, Rachid Assad Zongo, pour votre regard sur cette actualité. On va poursuivre avec le procès Thomas Sankara, aussitôt repris, aussitôt suspendu. À l'audience de ce jeudi dernier, les avocats de la défense ont demandé l'annulation des charges d'attentat à la sûreté de l'État et complicité d'attentat à la sûreté de l'État qui pèsent sur certains de leurs clients. Une demande motivée par le fait que le Conseil constitutionnel ait validé selon eux le putsch du MPSR. Un avocat de la défense, notamment l'avocat de Jean-Pierre Palme, a saisi le Conseil constitutionnel de cette demande, d'où la suspension du procès Thomas Sankara par le tribunal militaire en attendant une décision des sages du Conseil constitutionnel qui dispose d'un délai d'1 mois pour le faire. On en parle cette fois-ci avec Stéphane Sanou. Stéphane Sanou, qui était notre reporter à ce procès. Il vient donc de nous rejoindre sur ce plateau. Stéphane Sanou, bienvenue. Bonjour Bébé Kambou, bonjour à tous et à toutes. Alors, procès Thomas Sankara, les avocats de la défense relèvent une exception d'inconstitutionnalité. Tout à fait, Bébé Kambou. Je dois dire que on était tous surpris le jour du début de l'audience, le jeudi dernier, parce que tous on s'attendait à la reprise par des plaidoiries par ses avocats, parce que c'est ce qui était prévu. Et à la suite de la plaidoirie des avocats de la partie civile, c'était justement les avocats de la défense qui devaient
poursuivre par leur plaidoirie. Mais à notre grande surprise, on a vu que les avocats ont préféré commencer en avouant au tribunal qu'ils ont déposé justement un recours au Conseil constitutionnel afin de savoir si la prise du pouvoir par un putsch ou par un coup d'État est légale au regard de tout ce qui se passe actuellement, au regard de tout ce qui s'est passé le 24 janvier dernier. Et à la suite de cela, je crois que leur recours est motivé par l'investiture, d'abord la prestation de serment et l'investiture du Conseil constitutionnel. Et au regard de tout cela, les avocats de la défense veulent savoir si, justement, à travers ces actes, le Conseil constitutionnel légalise l'attentat à la sûreté de l'État, légalise le coup d'État au Burkina Faso. Parce que surtout la décision du Conseil constitutionnel qui visait à reconnaître tout à fait. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Conseil. C'est vrai, c'est tiquant. Et donc, on a besoin justement, c'est même pas seulement les avocats, même les citoyens lambda se sont posés d'énormes questions. On a besoin de savoir si justement c'est reconnu en prenant acte justement de tout ce qui a été dit les derniers jours. Vraiment, on veut avoir plus d'éclairage. Et quand on lit justement la Constitution, on ne voit pas où la Constitution a prévu ce mécanisme de prise de pouvoir par les armes. Et on voit que justement même le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas une prise de pouvoir par les armes. Donc on est en droite ligne de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel voudrait dire, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel voudrait présenter aux yeux des gens en acceptant la prestation de serment, l'investiture du président Sandaogo Damiba et tout ce qui relève justement autour de cette prestation. Et il faut reconnaître même que les avocats de la défense, à travers ce recours, sont dans une moindre mesure soutenus par les avocats de la partie civile quand les avocats de la partie civile disent que justement ce recours est légitime. Donc je ne crois pas qu'un avocat voudrait bien soutenir un putsch, un coup d'État. Donc on se rend compte justement que les deux parties semblent s'accorder sur ce point concernant le fond et non la forme. Bébé Kambou. Alors, le Conseil constitutionnel qui a un mois pour se prononcer, à quoi peut-on s'attendre? En tout cas, on a le regard tourné vers ces sages, entre guillemets, ou bien vers ces sages comme on les appelle habituellement. On se demande quelle sera la décision tant attendue. Maintenant, selon Maître Farama, si justement le Conseil constitutionnel légalise l'attentat à la sûreté de l'État, c'est que ce sera désastreux pour l'État de droit. Et aussi tous ces accusés poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, ne seront pas coupables justement. Ils ne seront plus poursuivis pour ce chef d'accusation précisément. Même s'il y a d'autres chefs d'accusation comme les recels de cadavres, assassinat, subornation de témoins, alors que la plupart des accusés justement sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc vous voyez que ce procès ne va plus tenir, il n'y aura plus de noyau vraiment pour ce procès. Donc on espère que le Conseil constitutionnel va trouver une interprétation valable et convaincante pour pouvoir nous faire quitter justement de cette incompréhension. On espère que le Conseil constitutionnel va trouver un mécanisme pour pouvoir répondre à ce recours et que tout le monde sera satisfait. Il ne faut pas qu'on se demande si le coup d'État est accepté ou si le coup d'État n'est pas accepté, que le Conseil constitutionnel, à travers ces sages, nous donne vraiment une interprétation convaincante, comme je l'ai dit, à travers ces lois. Donc, on peut dire que c'est une nouvelle page de l'histoire du droit constitutionnel burkinabé qui va s'écrire bientôt. On attendra de savoir ce que dira le Conseil constitutionnel. Peut-être que ce sera l'occasion pour eux de motiver la décision qui reconnaissait Paul-Henri Sandaogo Damiba président. Donc, c'est comme vous l'avez dit, on s'attend à ce qu'ils trouvent peut-être, ou les sages du Conseil constitutionnel trouvent l'interprétation nécessaire qui puisse convaincre
tous les Burkinabés que ce n'est pas une façon de légaliser le coup d'État, que peut-être c'était peut-être pour sauver une situation. Dans tous les cas, on verra ce que dira le Conseil constitutionnel par rapport à ces recours des avocats de la défense dans le procès Thomas Sankara, donc dans un peu moins d'un mois maintenant. Tout à fait, Bébé Kambou. Donc, merci. On attend de voir, comme je l'ai dit, et ça peut être demain, c'est pas forcément dans un mois, ça peut être demain, ça peut être dans 2 jours. Donc, on a le regard vraiment tourné vers le Conseil constitutionnel en attendant leur décision. Merci à vous, Stéphane Sanou, pour ce passage, pour le décryptage de cette actualité. Merci, Bébé Kambou. Merci à tous et à toutes. Dans la suite, nous parlons de cette actualité à l'international, la guerre donc en Ukraine et l'offensive russe qui se poursuit. 2 rencontres de négociations entre les 2 parties en l'espace d'une semaine. Au résultat, pas de cessez-le-feu, mais un accord pour l'ouverture des couloirs humanitaires. La guerre se mène également sur le plan médiatique avec de la propagande des 2 côtés. Les autres pays du monde sont divisés sur la question. En témoignent les votes à l'Assemblée générale des Nations unies pour l'adoption d'une résolution devant condamner l'action russe en Ukraine. Nous en parlons cette fois avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Amadé Adamasoro et bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à toutes et à tous. Alors Amadé Adamasoro, la guerre qui se poursuit en Ukraine, est-ce que cette posture offensive de la Russie se comprend? Oui, tout à fait. Je pense que si on va se limiter à la situation conjoncturelle, on va certainement donc dire que Vladimir Poutine n'a pas raison, puisque ces soldats se trouvent en territoire étranger dans une opération militaire. Maintenant, qu'est-ce qui a conduit à cette opération militaire dite spéciale, selon donc le terme de Vladimir Poutine? Vous savez, chaque fois, il est important de faire recours à l'histoire, puisque souvent, ce que nous constatons comme développement récent tire ses origines donc du passé. Et ce passé est un passé récent, puisque c'est à la fin 90, à la chute donc du mur de Berlin, à la dislocation de l'Union soviétique. Et ce qu'il faut ici souligner, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas à l'issue d'un combat ou d'un conflit que l'URSS s'est démantelé. Ce n'est pas une défaite de l'Union soviétique face à l'Occident. C'est une autodissolution en réalité. Donc si on ne met pas cela devant pour expliquer la situation, les gens peuvent penser que c'est suite à une défaite de l'Union soviétique dans un conflit avec l'Occident qu'il y a eu ce démantèlement. Non, c'est un démantèlement volontaire parce que le monde a évolué. Et c'est vrai qu'à la sortie de la guerre froide, la suprématie américaine s'est confirmée. Mais cela fait suite effectivement à ce que les gens maintenant ont compris et que c'était vraiment une dynamique de l'histoire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Après donc la guerre froide, il y a eu des engagements de part et d'autre de la neutralité de l'Ukraine. C'est vrai, certains vont dire voilà, c'est un pays souverain qui a bien sûr le droit de nouer des relations avec n'importe quel pays. Mais si ces termes-là avaient été évoqués au moment du démantèlement, peut-être la Russie n'allait pas, l'Union soviétique n'allait pas accepter cela. C'est parce qu'il y a eu effectivement ces engagements de part et d'autre que finalement Moscou a accepté que les anciennes républiques qui étaient donc dans les girons de l'Union soviétique là s'émancipent et déclarent l'indépendance. Il y a eu des engagements qui ont été pris du côté de l'OTAN. C'est vrai, quand on parle de l'OTAN, on voit les 30 pays, les 27 pays européens plus les 3 pays, en l'occurrence les États-Unis, la Turquie et le Canada. Mais c'est les États-Unis en réalité qui est en fait qui est à la tête de l'OTAN. Et tous les autres pays s'alignent donc à la position américaine. Donc ici, il se trouve que les États-Unis ne veulent pas, ça c'est compréhensible, puisque c'est la superpuissance de l'époque, ne veut pas qu'il y ait une autre puissance aussi grande que les États-Unis. À ce moment, on parlait du monde bipolaire. Avec la chute donc de l'Union soviétique, c'est les États-Unis qui sont devenus la seule superpuissance du monde. Donc, c'est ce d'autres appellent l'hyperpuissance du monde. Alors, elle va donc tout faire pour le demeurer. Et ça, c'est humain, c'est compréhensible. Ouais. Mais c'est de l'autre côté. Les autres qui ne sont pas superpuissants vont également se résigner à la situation ou bien
ils vont également essayer de suppléer donc à la puissance des États-Unis. C'est là la question. Donc, si vous vous souvenez, au lendemain donc, de la chute du mur de Berlin, de la dislocation de l'Union soviétique et à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, il y a eu une posture pro-occidentale. Ça, il faut le dire. Hein. Poutine, dès le départ, avait adopté une posture pro-occidentale. Vous vous souvenez qu'au lendemain du 11 septembre, quand il y a eu les attaques terroristes aux États-Unis, il a été le premier chef d'État à proposer son aide aux Américains, à Bush fils. Parce que la Russie, c'est quand même un pays qui a connu le terrorisme, avec notamment les Tchétchènes, mais sa demande a été ignorée. Et par la suite, elle a demandé la Russie à entrer dans l'OTAN. Cela a également été ignoré. Et d'humiliation. Il est même dit que c'est grâce aux renseignements russes que Ben Laden a été localisé au Pakistan, effectivement, et tué. Ouais. Donc, dans un premier temps, Poutine a voulu effectivement se rapprocher des Occidentaux parce qu'on avait estimé qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le monde devait connaître la paix et la stabilité. On ne devait pas surtout, en tout cas, retomber dans les affres de la guerre. Et toutes les tentatives de rapprochement du camp occidental se sont heurtées à un refus catégorique de la part des Occidentaux. Qu'est-ce que Poutine a dit? Que nous avons passé notre temps à dire de nous écouter. Parce que c'est vrai que la Russie n'est pas l'Union soviétique, mais c'est pas quand même, ça reste toujours le plus grand pays du monde. Oui. Et aujourd'hui, donc la Russie dépasse les États-Unis en termes de capacité nucléaire. Voyez-vous. Donc, comme la Russie a senti, voyez-vous, un mépris, selon ces termes, parce que nous, on ne prend pas de position, nous sommes des analystes, nous décrivons la situation telle qu'elle se présente. Et bien sûr, les causes qui ont abouti à cela. Et face un peu à titre comparatif avec la Turquie, qui a à chaque fois demandé à adhérer à l'Union européenne, et finalement qui a vu également sa demande rejetée, mais qui aujourd'hui ne parle plus d'adhésion à l'Union européenne. Elle a pris son propre chemin, et aujourd'hui ce sont les Européens qui sont en train de courtiser la Turquie pour qu'elle entre dans l'Union européenne, voyez-vous. Donc ce qui souvent on ne comprend pas, la Turquie, du moins la Russie et les Ukraines, et l'Ukraine sont des pays qui appartenaient à un même espace géopolitique et à un même espace national. Il se trouve même que l'origine même de la puissance même de l'Union soviétique se trouvait au niveau de l'Ukraine. Et aujourd'hui, amputer, n'est-ce pas, l'Ukraine et la soustraire de l'influence de la Russie, comme l'ont dit beaucoup de spécialistes, notamment Brzezinski et notamment donc Kissinger, si vous arrivez à retrancher donc l'Ukraine de la Russie, c'est la fin donc de la Russie. Donc Vladimir Poutine, qui est un grand stratège, un fin donc stratège militaire, c'est que si aujourd'hui il laisse l'OTAN se positionner aux frontières donc de la Russie, alors ce sera donc la fin de la Russie. D'autant plus que de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire l'Alaska et la Russie, l'Alaska est américaine, et la Russie, il n'y a pas de frontières. Donc les États-Unis sont frontaliers de la Russie de l'autre côté, au niveau de l'Alaska. Donc si déjà, à ce niveau, il y a des dispositifs militaires qui sont positionnés vers la Russie, et que côté ouest, à travers l'Ukraine, il y a également un encerclement, finalement c'est la mort à petit feu pour la Russie, ce que Poutine ne peut pas accepter. D'où cette offensive, en tout cas, qui se poursuit depuis le 24 février. Absolument. Alors, et le reste du monde qui est divisé sur la question. En témoigne ce vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, 193 pays membres, il y avait 141 pays qui ont voté pour cette résolution qui devrait condamner l'action russe en Ukraine. Absolument. Alors, dont 28 Africains, 35 abstentions, dont 17 Africains, 5 pays ont voté contre, Tout à fait. dont bien sûr la Russie, la Biélorussie, un seul pays africain, dont l'Érythrée. Tout à fait. Quelle analyse faites-vous de ce positionnement des autres pays par rapport à cette question? C'est vrai que nous sommes face à un tournant, même si au niveau de l'Occident, on ne veut pas se rendre compte de ce tournant. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, et ce qui se passe aujourd'hui n'allait pas se passer. Parce que lorsque l'Occident était le maître du monde, alors toutes les décisions, notamment, s'est passé de tout commentaire, et même en Afrique, c'est ce qui est quand même étonnant, c'est que beaucoup de pays africains
ne sont pas automatiquement alignés sur la position occidentale. Et je lisais un article du Monde qui disait que c'est avec étonnement, voilà, que certains pays africains n'ont pas condamné l'offensive russe en Ukraine. Et ce qu'il faut également comprendre, la condamnation de l'action militaire russe en Ukraine ne veut pas dire l'alignement automatique de la position sur la position occidentale. Puisque là, comme je l'ai dit, c'est une violation du droit international. Même si il y a une version qui dit que, voilà, en réalité, les frontières Ukraine, russes ne sont pas assez matérialisées et ne sont pas reconnues par l'ONU. Ça, c'est du juridisme. On n'entre pas dans ce cas. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'Ukraine est un pays indépendant et que ce pays fait l'objet d'une opération militaire d'un pays étranger. Ça, c'est un fait. Alors, aujourd'hui, le Burkina n'a pas voté. N'a pas voté. Voilà, bien sûr. Et ce qui fait souvent que les gens se posent des questions, c'est le récent événement. Dans un passé très récent, on a vu que c'est la France qui était à l'initiative d'une résolution des Nations Unies pour condamner la junte au pouvoir, pour condamner les autorités maliennes, et que c'est la Russie et la Chine qui se sont opposées. L'ancienne puissance coloniale voulait sanctionner donc son ancien précaré, et que c'est la Russie qui a été... Donc les Africains ont vu ça. Et certains pays qui sont dans la situation du Mali peuvent avoir effectivement besoin du parapluie russe ou chinois au sein donc, du Conseil de sécurité. Vous savez qu'avant qu'on arrive au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a d'abord eu ce projet de communiqué ou ce projet de résolution au sein du Conseil de sécurité qui n'a pas prospéré puisque la Russie bien sûr a appliqué son veto et la Chine s'est abstenue. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à un tournant où l'Occident n'est plus le maître ou le seul maître du monde, parce qu'économiquement, la Chine dépasse les États-Unis, militairement, la Russie dépasse les États-Unis, et si on ajoute l'Inde, le Brésil et d'autres pays, alors on se rend compte que c'est la fin d'un cycle. Mais est-ce que les Occidentaux ne devraient pas revoir un peu leur position, s'engager donc dans une négociation qui va être profitable à toutes les parties. Nous, par exemple, Africains, nous avons été colonisés par le bloc occidental. Ce n'est pas la Russie qui a colonisé l'Afrique. Donc nous devrons être peut-être par affinité un peu proches du camp occidental. Mais on s'est rendu compte que ce camp occidental a eu certes à faire des actions au profit de l'Afrique, mais les méfaits dépassent souvent les actions positives qui ont été faites. Regardez par exemple la Libye. La Libye, aujourd'hui, tout le Sahel est embrasé parce qu'il y a cette intervention de l'OTAN en Libye. Et l'OTAN n'était pas effectivement membre de... la Libye n'était pas membre de l'OTAN et qu'il n'y avait pas un pays de l'OTAN qui était menacé. Or, la mission principale de l'OTAN, c'est défensive. Si aujourd'hui, les gens disent que pourquoi l'OTAN n'intervient pas en Ukraine, mais elle ne peut pas intervenir, puisque par vocation, c'est quand un pays de l'OTAN est concerné qu'à ce moment, on peut mettre en branle les dispositifs de l'OTAN pour effectivement défendre ce pays-là. Donc aujourd'hui, on va trop parler, mais en réalité, sur le terrain, aucun pays ne va s'hasarder à rentrer dans un conflit avec la Russie. Donc les Africains qui semblent un peu méfiants, en tout cas 17 pays qui se sont abstenus, un certain nombre de pays également qui n'ont pas pris part au vote, comme le Burkina Faso, vous l'avez déjà dit, le Cameroun par exemple. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est ce qui s'est passé au Sénégal avec cette tentative d'enrôlement des volontaires pour aller combattre en Ukraine. On a vu cette réaction du ministère sénégalais des Affaires étrangères. Est-ce une manière de dire à cet ambassadeur ukrainien qu'il n'y aura pas de tirailleurs sénégalais? Absolument. Une deuxième fois dans l'histoire de l'humanité. Mais moi, j'ai cru à un fake news jusqu'à ce que je voie le communiqué officiel de l'ambassade, du moins du ministère sénégalais des Affaires étrangères. Tout à fait, du gouvernement sénégalais. Mais je ne peux pas quand même imaginer qu'une ambassade se permette d'ouvrir une liste de volontaires pour aller combattre sans préalablement en discuter avec les autorités, le pays, ce qu'on appelle le pays hôte. Mais ça, c'est une violation flagrante, voyez-vous, de la souveraineté du pays. Jusqu'à ce que je voie le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Sénégal, j'avais cru à un fake news. Parce qu'aujourd'hui, là, vous savez, des deux côtés, on assiste à de la désinformation, à de la propagande. Et comme l'a dit un penseur, dans un conflit, la première victime, c'est la vérité. Et c'est tout à fait normal que chacun essaie donc de... vous avez vu la scène des faux cadavres. Voilà, ce cadavre qui s'élève pour bien se couvrir. Voyez-vous, donc, heureusement ou malheureusement pour certains, il y a d'autres sources d'informations qui ne sont pas forcément celles liées au monde occidental. En tout cas, la guerre est actuellement médiatique. On a vu cette suspension de tous les médias pro-russes en Europe. Absolument. Alors, parlons maintenant des conséquences pour l'Afrique.
Parce que, bon, on n'a plus assez de temps, mais on peut... Absolument. Rapidement. Oui, les conséquences, c'est quoi? C'est que l'Afrique a un tournant décisif de son histoire. Aujourd'hui, on ne va pas assister à un chamboulement diplomatique où il y aura, en tout cas, une ruée vers la Russie au détriment donc de l'Occident dans les 3-4 années qui vont arriver. Mais ça va amener certains pays africains à revoir un peu leur stratégie, voilà, et à ne pas s'allier automatiquement sur les positions occidentales, qui jusqu'à preuve du contraire ont démontré un certain mépris par rapport aux intérêts de l'Afrique. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, si même on retourne un peu dans l'histoire, on va se rendre compte que la Russie a appuyé beaucoup de pays africains à accéder à l'indépendance. Il y a même des images sur lesquelles on voit Poutine dans un pays africain, je pense que dans l'Afrique, en Angola, où je ne me rappelle plus, où effectivement il y avait donc des efforts. Je prends par exemple le cas du Mali où la Russie a formé 80% des officiers donc, de l'aviation au niveau du Mali. Donc la Russie, son intervention en Afrique n'a pas été sous le prisme de la colonisation. C'est plutôt en aide aux luttes des peuples africains pour s'émanciper. Aujourd'hui, les Occidentaux doivent savoir qu'on est face à un tournant. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est des penseurs occidentaux comme Boniface, j'ai oublié son nom de famille, Pascal Boniface, et certains d'autres donc, qui disent qu'on est à un tournant. Et c'est la raison pour laquelle même Dominique de Villepin donc, dit qu'aujourd'hui, l'Occident doit savoir qu'il n'est plus le maître du monde, et il doit composer avec les puissances émergentes, notamment la Russie, la Chine, et l'Inde, et le Brésil, et bien sûr d'autres pays en Afrique. Ici, les Africains doivent savoir que c'est un moment privilégié qu'ils doivent saisir pour redéfinir en fait la carte donc, du monde et jouer pleinement les rôles dans l'échiquier politique international. Comme quoi, quand on n'est plus capitaine ou seul capitaine du bateau, il faut forcément changer de comportement. Absolument. Merci à vous, Hamadi Adama Soro, pour le décryptage de cette actualité. Et c'est tout donc pour cette page décryptage. L'édito, c'est tout de suite après la virgule. Et nous sommes à présent en compagnie du directeur de l'information de Savane Média. Bonjour à vous, Soumaïla Aravo, et bienvenue. Merci, Évêque Cambo. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Et comme nous le savons, c'est pour l'édito de la semaine, l'édito qui se prononce aujourd'hui sur le 8 mars. Et vous vous posez la question de savoir qui s'occupe de l'accompagnement ou de la prise en charge psychologique des femmes déplacées. C'est cela, Évêque Cambo. Merci. Vous savez, s'il y a un pan des priorités dans la prise en charge des déplacés qui est totalement oublié, à mon sens, c'est bien la prise en charge psychologique. Il y a quelque temps, j'avais évoqué la prise en charge psychologique des enfants au regard de ce qu'on voyait ça et là, des enfants qui mendiaient en pleine ville ou qui ne savaient plus quoi faire, puisque l'école leur était désormais interdit pratiquement. Maintenant, il s'agit des femmes parce que le fardeau qu'elles portent est lourd. Et on imagine ce qu'il deviendra si, dans quelques années, rien n'est fait d'un point de vue psychologique. Vous savez, c'est là encore l'occasion d'interpeller l'État, parce qu'il nous semble que jusqu'à présent, il n'y a que quelques ONG qui viennent d'un peu partout, qui y pensent. Même si dans la mise en œuvre après, c'est bien difficile de s'occuper d'1 700 000 déplacés, dont majoritairement des femmes et des enfants. Alors que c'est là où l'État devait faire l'effort d'être présent à partir du moment où il a, dans un premier temps, échoué à sécuriser les uns et les autres. Vous savez, il y a un livre intéressant qui s'appelle « Aïe mes aïeux », qu'il faut lire, qui traite de la dette des parents et des ancêtres. Quand il y a des choses qui ne sont pas faites au moment où on devrait les faire, elles surgissent et ressurgissent après, des années après, parce que c'est resté dans les mémoires, parce que quelque chose n'a pas été fait au moment où ça devrait se faire, et ça peut se manifester à divers endroits, et encore une fois, contre l'État,
contre les services, les symboles de l'État et contre éventuellement nos communautés. C'est pourquoi, au moment où nous abordons le mois de la femme, c'est important de demander aux uns aux autres de penser à la prise en charge psychologique des femmes déplacées internes, en plus de la nourriture, bien entendu, en plus des produits de première nécessité dont les familles bénéficient, en plus des formations en activités génératrices de revenus des femmes que nous apportons, il faut aussi apporter le réconfort psychologique pour que ces femmes-là qui portent le fardeau de la violence, voilà, puissent retrouver le réconfort moral dans l'État. Si c'est l'État qui le fait, ça va donner des résultats différents que si ce sont des ONG qui, comme ça, isolément interviennent pour le faire. Parce que la confiance en l'État là doit être intacte quand nous allons sortir totalement de l'insécurité. Mais c'est maintenant que nous devons accompagner psychologiquement les uns et les autres, en particulier les femmes, qui elles aussi vont répercuter cela à leurs enfants, de sorte que quand nous allons sortir de l'insécurité, on retrouve encore une société relativement stable, on ne peut pas dire totalement stable, mais relativement stable, pacifique, de cohésion entre les communautés, de sorte que nous puissions revivre comme avant. Sinon, l'état des lieux aujourd'hui, c'est que après le choc psychologique que les femmes là ont vécu, après les différentes violences, après le sang qu'elles ont vu, après les distances qu'elles ont parcourues, après les charges qu'elles ont portées, parce que certaines portent des grossesses, d'autres des enfants, après tout ça, s'il n'y a pas cet échange-là communautaire, s'il n'y a pas cette prise en charge psychologique individualisée pour les unes et les autres, ça va nous rattraper, tôt ou tard. C'est ce qu'on vit déjà avec ce que certains appellent l'incivisme, d'autres appellent la rébellion. Les personnes qui n'ont jamais connu le contact de l'État ne peuvent pas créer en leur intérieur la citoyenneté qui permet de se connecter au vivre ensemble national. Et ça peut être la même chose si nous oublions ces femmes-là qui sont un peu partout et qui se cherchent pratiquement en l'absence de l'accompagnement de l'État. Donc le 8 mars, c'est l'occasion d'interpeller l'État, ses services, en particulier ses services sociaux. Peut-être qu'il manque de moyens, mais si c'est inscrit dans les priorités, on trouvera les moyens, encore que ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça demande des focus group, c'est-à-dire des animations de groupe. Ça demande des prises en charge psychologiques individualisées pour certains cas vraiment particuliers, mais redonner envie à ces femmes-là de vivre avec leur communauté, avec toutes les autres communautés, avec leurs frères et leurs sœurs, avec la communauté nationale. C'est important pour que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, nous ne nous retrouvions pas dans la même situation, parce que nous n'avons pas pris à charge au moment où il fallait le fardeau, voilà, que les femmes la portent. Les services sociaux de l'État qui sont donc invités à veiller donc à la prise en charge psychologique des femmes déplacées au mois où nous entamons le mois de la femme et au mois où nous sommes à quelques heures maintenant de la célébration de la Journée internationale de la femme. Merci à vous. Merci. Merci à toutes et à tous. L'édito de cette semaine. Et après l'édito, ça fait débat. La transition politique petit à petit sur les rails au pays des hommes intègres, elle devra durer 3 ans. La charte constitutionnelle a été adoptée cette semaine par les forces vives de la nation. Une charte dont certaines dispositions font l'objet de critiques. Pour en parler, 2 invités sur ce plateau. À ma droite, Amadou Traoré. Il est ancien député, administrateur civil et juriste. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Également avec nous et à ma gauche, David Moyenga. David Moyenga qui est le président du Socle, le Socle citoyen pour la libération et parti politique. Également ancien député sous la transition en 2015. Bonjour et bienvenue également. Oui, bonjour. Alors, nous parlons de la charte de la transition, dont vous avez certainement suivi le processus d'élaboration et d'adoption proposé par la commission technique d'élaboration des textes de la transition, adopté par les forces vives au cours de ces assises nationales que vous avez également certainement suivi. Amadou Traoré, pour vous qui êtes juriste, quelle est votre appréciation
de ce processus d'élaboration et d'adoption de la charte de la transition? Donc, je vous remercie. Nous savons tous que quelques jours après la prise du pouvoir par l'MPSR, le président Damiba n'était pas encore président, il a mis en place un comité, une commission, je ne sais pas le nom exact, chargé d'élaborer des textes qui vont régir la transition. Dans l'esprit et la lettre, je pense que c'est une bonne chose de faire en choisissant les gens d'une manière non formelle. En prenant un texte pour désigner les personnes concernées, c'est une bonne chose, surtout que ceux qui ont été choisis, si je ne m'abuse, ils ne venaient pas des partis politiques. Ils étaient des gens libres, surtout des grands intellectuels, que je salue bien, qui ont élaboré un document de bonne facture. Et un délai de 15 jours leur a été donné, à l'issue de quel délai ils ont délivré les 2 documents essentiels et un document supplémentaire lié aux valeurs que le pays doit connaître, qu'ils ont joint et que je salue également. Maintenant, concernant le processus, comme je disais, en créant une structure par voie d'un texte, c'est toujours une bonne chose. On connaît une date, on connaît les éléments. Ensuite, ça évite ce que peut-être nous avons connu à certains moments où des structures ont été mises en place pour travailler dans des conditions. On ne sait pas comment, donc il y a un manque de confiance. Finalement, le document a été adopté pendant 2 jours, alors que son adoption était prévue pour une seule journée, une matinée, disons. Alors, ce que je retiens de l'adoption également, nul ne peut dire que l'adoption n'a pas été, en tout cas, transparente, parce que j'ai surtout apprécié le caractère inclusif. Je crois que ce soit l'ex-majorité, l'ex-opposition, les OSC, comment dirais-je, les personnes ressources et puis les religieux, les coutumiers, tout le monde a participé. Je crois un peu moins de 400 personnes ont participé à l'adoption et le débat a été vraiment très intense sur chaque point. On ne peut pas dire qu'il y a un document qui a été élaboré sous les indications du MPSR et qui a été mis en service. Je crois que cela est à saluer. Cela est à saluer. David Mouenga, est-ce le même regard que vous avez également sur ce processus d'élaboration et d'adoption de la charte de la transition? Bien sûr, je pense que le fait d'utiliser une commission de proposition d'un document de base, c'était une démarche, à mon avis, bon, elle est classique, hein, parce que c'est des documents qui doivent être discutés avec tous les acteurs, plus tard apporter des améliorations, et donc c'était bien. Également, n'oubliez pas, il y a eu un appel à contribution également au niveau national qui a permis certainement de raffermir le contenu. Et donc, à mon avis, c'était quand même des points forts. Et le document qui s'en est sorti, à voir le contenu, en tout cas, il retraçait véritablement les attentes en termes non seulement d'organisation institutionnelle en gros de notre pays, voilà, parce que les gens voient un peu le fait qu'il ne faut pas que les institutions pèsent trop sur l'économie ou bien sur le budget, ça c'est un. Deuxièmement, que ça soit efficace. Bon, je crois que globalement ça s'était rempli et que bon, il y a aussi une charte, un agenda dans lequel bon, les attentes en termes de réformes fondamentales attendues sur la corruption, sur le mode institutionnel, des réformes même jusqu'à la réforme jusqu'à la Constitution, voilà, était inclus. Bon, donc je crois que globalement, tout cela est, en tout cas, cependant quand même, bon, je pense que les assises ont connu premièrement, je pense qu'on aurait pu, à la suite seulement, c'est-à-dire pendant même la commission technique là, premièrement, on aurait dû, pourquoi pas faire une plénière à la fin,
et puis réinviter la plupart, tous ceux qui sont venus. S'il y a peut-être d'autres acteurs qu'on estimait importants, à ce moment, ils peuvent, ces jeunes, et ça pouvait servir de ce que j'appellerais d'assise. Ça allait donner un peu plus de temps. Et puis deuxièmement, pour moi, ça allait aussi agrandir quand même la participation. C'est vrai, mathématiquement, tous les acteurs sont représentés. Si on dit parti politique, il y avait des partis politiques. Si on dit OSC, il y avait des OSC. Mais attention, moi, je n'ai pas forcément cette lecture de participation des acteurs. La catégorisation à l'ex-majorité, l'ex-opposition, c'est des anciennes grilles politiques. Et je pense qu'on devait défigurer ça avant d'inviter les gens. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne se retrouvent même pas dans toutes ces entités-là, mais qui sont des gens actifs dans la société. Au-delà même, il y a beaucoup d'acteurs politiques. Je prends même notre parti comme exemple. Et nous, on connaît les partis, qui sont des partis qui défendent une vision de rupture et de refondation. Bon, mais qui ne va pas se retrouver dans ni l'ex-majorité, ni quoi, même autre. Et même dans autre, là, c'est encore des anciens acteurs qui sont revenus dans autre, si vous avez bien observé. Donc, du coup, la volonté et le souci, certainement, d'associer les partis, c'était vraiment affirmé. Mais, attention, la méthode, là, peut, en fait, jouer un tour, parce que ça peut mettre de côté des véritables acteurs de rupture, qui peuvent mieux défendre cette vision de rupture et véritablement conduire cette vision de rupture-là aussi pendant la transition. Voilà, je pense que de toute façon, je crois que l'une des critiques de Rassemblement Sidou et Drao vient de là. Peut-être que dans l'émission, on va pouvoir y revenir. Et aussi peut-être un dernier élément, dans la commission, c'est vrai, il y avait des éléments qui sont des juristes qui ont quand même les connaissants pour beaucoup, des bagages techniques et intellectuels indiscutables. Cependant, quand même, j'ai quand même regretté la participation de praticiens. Parce qu'il y a des gens qui ont pratiqué ces genres de structures-là et qui pouvaient, on ne va pas dire les mettre en nombre, une ou deux personnes, ça aurait pu véritablement aussi aider. L'exemple, par exemple, j'ai vu que quand ils proposaient le bureau de l'organe législatif, j'ai vu que par exemple, il manquait un questeur. Bon, j'ai vu qu'on a mis deux rapporteurs, c'est-à-dire les secrétaires parlementaires, alors que leur travail, c'est un travail immense pour ceux qui ont fait les législatures. Savent que les secrétaires parlementaires, il en faut beaucoup quand même. Bon, bref, pour dire qu'il y a le regard technique qui est juste, mais le regard de praticien aurait aussi pu. Mais, si je me résume dans l'ensemble, je pense que c'est un travail acceptable, appréciable, et dont, en fait, pour la suite, là, je pense qu'il faut, voilà, encore davantage, continuer à améliorer la mise en œuvre. Un travail acceptable, hein, selon vous, même si vous relevez quand même quelques insuffisances. Alors, on va continuer d'avancer. La transition politique qui devra durer 3 ans, selon la charte signée, alors que la commission technique avait proposé 30 mois, dont 2 ans et demi. Qu'en pensez-vous, Amadou Traoré? D'accord. Je crois que sur ce point également, nous sommes en train de préparer un plaidoyer que nous allons adresser à différentes institutions pour leur demander d'accepter le point de vue du peuple burkinabé issu des décisions des forces vives. C'est un peu dans ce sens que je comprends, puisque ceux qui ont élaboré ces documents à blanc n'étaient pas peut-être des hommes politiques, que je salue bien le fait de mettre en place une commission non composée d'hommes politiques. Ça permet de faire un document à équidistance de tous les bords. Ils ont élaboré un document qui n'était pas très à vue de certaines situations. Mais lorsque le document est arrivé entre les mains des forces vives, beaucoup c'est des hommes politiques, des OSC qui ont participé à un certain moment au fonctionnement du pays, ils ont estimé qu'au regard de l'agenda qui a été élaboré, les 30 mois ne peuvent pas suffire. Ils ont hésité 6 autres mois. Cela me permet de revenir sur quelque chose que M. Mouyenga a dit. Il m'a un peu reproché d'avoir fait référence à l'ex-majorité et à l'ex-opposition. Cela est important parce que lorsque, dans une situation comme ça, on arrive à faire appel à ceux qui géraient les pays et ceux qui ne géraient pas les pays, c'est une bonne chose. J'ai fait référence en 2014. Ça a été différent. Enfin, ceux qui géraient les pays ont été pratiquement écartés
et pour différentes considérations. Aujourd'hui, si on les a associés, les motifs qu'il évoque, moi je n'évoque pas ça, mais j'évoque un peu l'aspect inclusif qui est important et dont les partenaires étrangers tiennent beaucoup compte. Voilà un peu. Vous pensez que les 3 ans, je pense que les 3 ans, c'est bon au regard de l'agenda. L'agenda composé de 5 grands points et chaque point est suffisant pour même faire tenir pendant les 3 ans. Donc, les 5 points là, je pense que les 3 ans ne sont pas de trop pour les mettre en œuvre. David Mouyenga, est-ce que les 3 ans, c'est bon selon vous également? Oui, moi je suis d'office partant pour une transition plus d'objectif, mais pas limitée dans le temps, qui a été l'erreur de la transition passée. Donc pour moi, c'est quel contenu voulons-nous réaliser? Et de ce point de vue, on voit la durée effectivement se mettre en perspective. Nous sommes dans une situation sécuritaire dont, il faut le dire, on ne peut pas délimiter en tant que tel à quel moment cela va. Donc c'est des zones de risque. On ne peut pas alors être très limitatif comme ça dans le temps. Deuxièmement, il y a quand même des réformes fondamentales. Et ça, la transition ne peut pas prévue dans l'agenda. La transition ne peut pas être seulement une transition adossée que sur la question sécuritaire. Parce que c'est une question qui va être très mosaïque et dynamique. Mais pendant ce temps, la société connaît beaucoup de problèmes même qui influencent sur la question même de l'insécurité négativement. De ce point de vue, les questions de refonte même de nos institutions, là, c'est une question fondamentale. Et ça, si on ne le fait pas, quand est-ce qu'on va faire cela? Vous voyez? Maintenant, je pense aussi que les 3 années qu'on constitue, c'est que j'appelle un point de référence par rapport quand même à la fin du cycle électoral et du mandat électoral. Donc je pense que logiquement, il y a une logique quand même qui est là. C'est l'achèvement. Et ça tombe bien et que en ce moment, je pense que ça tombe directement avec un cycle électoral qui va venir. Donc ça ne perturbe pas, je pense, grosso modo, les perspectives et les préparations d'un processus. C'est-à-dire que tous les acteurs ont ça en tête. Ouais. Et puis peut-être, enfin, bon, moi je suis souvent un peu dubitatif sur les interpellations de la CEDEAO. Voilà, parce qu'en fait, je crois que le problème, est-ce que ces institutions vont accepter cette durée? Je crois qu'il y a déjà eu des réactions un peu... Mais, vous voyez, les problèmes en termes de crise, constitutionnalisme ou la crise de l'élection, ou la crise même de la gouvernance qui mine nos États là. Bon, c'est la crise aussi du modèle politique qui ne marche pas parce qu'il a pris un coup de vieux et de vétusté. Du coup, la CEDEAO alignée sur cette dimension un peu de modèle, je dirais, qui était là depuis un moment, est un peu déphasée. Et c'est pourquoi la CEDEAO est un peu décriée. Donc, cette crise doit ramener aussi, à mon avis, cette crise doit ramener la réflexion sur les réformes des institutions comme la CEDEAO, à prendre en compte un certain nombre de facteurs. Donc, je crois que c'est une leçon certainement pour le Burkina Faso de faire une transition avec son expérience et tout ce qu'il va vivre. Mais il faut que les institutions internationales là, soient assez, je vais dire, flexibles pour accepter que les peuples puissent faire leur expérience et pouvoir quand même rebâtir des modèles quand même de stabilité qui les permettent effectivement de tenir dans le temps. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Bon, dans le contenu des réformes de la CEDEAO, on a des éléments, peut-être que je pourrais revenir là-dessus. D'accord. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de désapprobation en tant que telle, venant des partenaires internationaux. Mais vous pensez que les 3 ans, c'est bon, mais on entend quand même des critiques, par exemple comme celle du professeur Luc Marius Ibriga, qui pense que les assises nationales n'ont pas été stratégiques en proposant les 3 ans, parce que selon lui, la commission technique a proposé les 2 ans et demi, avec peut-être possibilité de glissement du calendrier. Maintenant que les assises ont retenu 3 ans, il trouve que si il y a obligation de prolonger la transition, on pourrait se heurter à une opposition des partenaires comme la CEDEAO. Qu'en dites-vous? Alors, je pense plutôt que c'est son point de vue qui n'était pas le bon.
en pareil cas, une transition, si vous vous rappelez, en 2014, il a été imposé 12 mois, rien de plus. Aujourd'hui, si les autorités doivent prendre un délai glissant, je ne pense même pas que les hommes politiques vont accepter cela. Je pense qu'un délai fixe, durant lequel tout cela est mis en œuvre, puisqu'au moins on sait à quoi s'en tenir, tout est mis en œuvre pour mettre en œuvre, disons, l'agenda. Ce que dit Luc Marius Ibriga, c'est qu'avec les 3 ans, on n'a pas droit à l'erreur. On doit coûte que coûte tenir, c'est normal, s'en tenir à cette durée sans possibilité de prolonger. C'est normal, il n'est dit nulle part que ça doit être prolongé. C'est une transition. Il est souhaitable que ce soit dans la mesure du possible le plus court. Mais pour diverses raisons, ça va à 3 ans. C'est déjà beaucoup, certains peuvent contester. C'est parce qu'au regard des enjeux de l'heure et puis des nécessités, qu'il n'y a pas de contestation sur les 3 ans. Mais demander à ce que ce soit glissant, ça pourrait à un moment donné poser d'autres problèmes. David Mouyenga, sur les observations du professeur Luc Marius Ibriga. Non, moi je pense que c'est plutôt mieux, en dimensionnant la durée, de prendre la marge de sécurité déjà en amont, tel que ce qui a été fait pour les 3 ans. Voilà, donc je pense que la marge de sécurité traitée dès le début, c'est la meilleure approche, en tout cas, à mon avis. Et dites-vous bien, pour la transition 2015, puisqu'on a une expérience d'une transition, c'était arrivé. Parce qu'après les événements du coup d'État, lorsqu'il s'agissait maintenant d'adopter les dernières réformes, on ne savait plus comment faire. Il fallait prolonger d'1 mois. Et dans la prolongation, il y a beaucoup qui ne voulaient plus la prolongation, mais il fallait aller aux élections. Et c'est devenu une cacophonie. Donc, ça veut dire que ça correspond au scénario dans lequel le professeur Ibriga propose. Et déjà, l'expérience montre que c'est un scénario plutôt, je dirais, instable et dangereux. D'accord. Merci à vous. Pour poursuivre, on va s'intéresser à présent à cet écrit du docteur Rassabliga Seydou Ouedraogo, le directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, qui relève 2 failles donc contenues dans la charte de la transition. Résumé de l'écrit avec Issa Oumarati avant de revenir sur ce plateau. Tout d'abord, le docteur Rassabalga Seydou Ouedraogo pointe du doigt l'hyperdominance des militaires dans les institutions de la transition sans exception. Cela peut créer, selon lui, un déséquilibre qui marginalise la participation de certains acteurs stratégiques de la société et affaiblit leur engagement dans la transition. Ce déséquilibre de pouvoir est source de toutes les dérives, selon Dr Rassabalga Seydou Ouedraogo, qui estime que cela ne permettra pas un engagement de tous pour défendre les institutions de la transition dans les secousses immanquables à venir. Mais cela est rattrapable si les acteurs sont de bonne foi, souligne-t-il dans son écrit. Autre faille relevée dans son écrit, la porte laissée ouverte au Premier ministre et aux membres du gouvernement pour participer aux élections d'après-transition. Pour le directeur de l'Institut Free Afrique, cela minera dangereusement la confiance. Il estime que dans ces conditions, le Premier ministre et son gouvernement n'auront pas le grand soutien requis pour affronter le terrorisme et les défis de la gouvernance. Car pour lui, un Premier ministre et des ministres candidats putatifs seront combattus, surtout dans leurs meilleures actions, car leur succès évincera leurs concurrents aux élections. Les engagements de nos candidatures, fussent-ils publics, ne rassureront pas assez, affirme-t-il. Mais là aussi, il rassure que si les acteurs sont de bonne foi, des solutions, certes délicates, peuvent être trouvées. Voilà, et nous voici donc de retour sur ce plateau. On va s'intéresser d'abord à la première faille que relève Rassabliga Seydou Ouedraogo, à savoir ce qu'il appelle la dominance des militaires dans les institutions de la transition sans exception. Donc on sait disant que la présidence du FASO, c'est la première institution, donc il y a un militaire. Alors, au niveau également de l'Assemblée législative de transition, il est prévu que le chef de l'État doit désigner 21 personnalités sur les 71 membres et l'armée qui doit également en désigner 16. Voilà. Il parle d'hyperdominance des militaires sur toutes les institutions de la transition et il pense que cela pourrait écarter certains acteurs aussi importants donc qui auraient pu apporter leur contribution. Okay. Je remercie. Je pense que le docteur Rassabliga parle en chercheur, pas en homme de terrain, pas en homme politique. Il parle à blanc, sans avoir jamais fait la pratique certainement. Ça rentre
L'hyperdominance des militaires aujourd'hui rentre dans les cadres de la gouvernance. Lorsque vous prenez le pouvoir, quelle que soit la manière dont vous prenez le pouvoir, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec une certaine manière de faire. Et vous avez l'intention d'agir d'une manière afin que les choses se passent comme vous le souhaitez. Et pour le faire, il vous faut passer par l'Assemblée pour adopter des lois. Et pour faire passer des lois à l'Assemblée, il faut y être majoritaire. Ce n'est pas pour rien que lorsque un président élu entre en fonction, on demande d'abord que, le Premier ministre sorte de sa majorité, 2, qu'il ait une majorité pour pouvoir faire passer en tout cas les éléments qu'il veut. Aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui sont arrivés, ils ne sont pas arrivés par voie électorale. Mais les conditions qui les ont amenés à prendre le pouvoir n'ont pas été contestées jusqu'à ce jour, puisque le pays traversait une période difficile. Sur quelle base il peut choisir des gens qui lui sont fidèles? Il est d'un milieu militaire, il connaît ses milieux. Ensuite, il faut qu'il ait la possibilité, à défaut de pouvoir choisir des gens par voie électorale, qu'il puisse désigner des gens sur qui il va compter pour faire passer les idées qu'il souhaite lorsqu'il vous regardez son agenda. Je ne vois pas en quoi cela peut poser des problèmes. Je pense qu'il a toujours été ainsi. Lorsque nous repartons à la transition, je pense que M. Moïga était là, à la transition, alors il y a ceux qui avaient la réalité du pouvoir, ceux qui estiment que c'est nous qui avons pris le pouvoir, ils étaient 30, les partis politiques, de l'ex-FOP. Les OSC étaient 25, les militaires étaient 25, ceux qui venaient de perdre le pouvoir étaient 10. Pourquoi? On souhaite que ceux qui ont perdu le pouvoir, leurs points de vue ne sont plus en compte. Les points de vue de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils veulent organiser le pays d'une certaine manière. C'est ce dont il doit être tenu compte. Aujourd'hui, nous sommes dans cette même situation. Voilà. La prédominance des militaires s'avère normale. On va permettre à David Moïga de réagir sur ce point également. Voilà. En fait, je peux partager à peu près l'analyse qu'il fait. Et puis aussi, votre réponse que je partage. Mais peut-être maintenant, à la sortie maintenant, c'est-à-dire en termes d'ici maintenant, c'est là où je suis un peu dubitatif sur les deux cas. C'est-à-dire que mais ça a été un coup d'État militaire. Donc du coup, moi c'est logique même déjà que les militaires prennent la prédominance et qu'ils aient envie de prendre la prédominance par rapport aux institutions. C'est pas comme même en 2015 où c'était une insurrection populaire. C'est pas non plus une élection. Donc, c'est la nature même, voilà, du contexte politique qui détermine cela. Il y a deuxième élément, c'est même la situation nationale, elle requiert un problème de sécurisation d'un territoire. Et qu'on le veuille ou pas, l'armée reste quand même l'institution majeure dans le dispositif de défense et de sécurité d'un État. Alors, vous pensez donc, tous les deux que c'est l'armée qui a fait son coup d'État? Non, donc mais j'ai pas fini. Allez-y alors. J'ai pas fini. Ça veut dire que je souligne les deux paramètres pour renforcer l'idée que je comprends pourquoi ils sont plus en fait en hommes dans le dispositif institutionnel actuel. C'est ça qui explique cela. Alors, maintenant, par contre, j'ai dit, les civils doivent savoir avoir un agenda clair de ce qu'ils veulent au sortir d'une transition. On revient à une vie politique normale. Qu'est-ce qui doit changer qualitativement pour permettre le fonctionnement des institutions? Voilà, moi je pense que c'est cet objectif qui doit se fixer. Et du coup, c'est là maintenant où je dis ma solution, c'est qu'effectivement, il y a une prédominance. Mais ce qui, moi, me choque le plus, je reviens un peu, c'est surtout qui sont les acteurs civils ou politiques qui participent. Moi, c'est ce déséquilibre que j'avais souligné au départ et que je reprécise parce que les forces de rupture, là, selon moi, les forces de rupture qui prônent vraiment dans leur sincérité, dans leur ligne politique, ils sont les mieux afin de défendre une transition, même en cas de difficulté, parce qu'ils défendent leur ligne et leur position et leur vision qu'ils défendent. Donc, contrairement par exemple à l'ex-majorité ou bien l'ex-même CFOP qui, à mon avis, constitue, si vous voulez, globalement la même classe politique, ancienne qui est là. Et elle est là, mais elle ne peut pas. Par contre, on pouvait la faire juste participer, selon moi,
à minima plus que ça, c'est-à-dire que ce ne sont que des assistants. D'accord. C'est-à-dire, leur contribution peut être des assistants. Et maintenant, au niveau des organes, comme par exemple les commissions, là, la commission, moi je vois que c'est là-bas où ils pouvaient maintenant beaucoup plus, l'ancienne classe politique avec son expérience pour être impliquée, pour sécréter et puis reverser au niveau des organes. Mais la première ligne des organes, là, pour moi, ça doit être les forces véritablement de rupture. Et je pense que normalement, MPSR et puis tous les acteurs participants devraient faire cette lecture. Et d'ailleurs, nous, on a proposé quelque chose, la revue des acteurs du point de vue de leur position, de leur tendance et de leur dynamique sur la scène politique pendant un certain temps. Ça permet de cartographier tout de suite les forces qui sont à même de défendre. Est-ce que ici, ce que vous appelez rupture n'est pas différent de ce que les militaires, de la rupture que les militaires comptent apporter? Non, pas forcément. Parce que c'est là aussi la question. Non. Ils ont fait un discours de rupture et de refondation qui est clair et qui est marqué par la refondation de l'État, voilà, et des réformes fondamentales sur la question de la corruption, ainsi de suite. Et puis il y a la commission technique qui est venue conforter à travers ces propositions qu'il y a un besoin de rupture. D'accord. Voilà. Et donc là, les choses sont claires. Je crois qu'il ne faut pas négliger si les conclusions de cette commission-là sont vraiment réalisées. Ça va véritablement entraîner une transformation majeure de notre espace politique. Donc, c'est quand même très important en fait, en tant que tel. Merci. Je vais revenir à Amadou Traoré qui disait que les militaires ont fait les coups d'État parce qu'ils ont leur agenda. Donc, c'est normal qu'ils soient, j'allais dire, prédominants dans toutes les institutions de la transition. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'a pas eu l'impression que les militaires en venant faire le coup d'État avaient leur agenda. La preuve en est que c'est la commission technique qui a tout proposé et que ce sont les assises nationales qui ont adopté. Donc ça veut dire que les militaires sont en train aujourd'hui de faire assumer à tout le monde, d'embarquer tout le monde dans tout ce qu'ils vont faire durant cette transition. Est-ce que pour cela, Rassablega Seydou Ouédraogo n'a pas raison de critiquer cette prédominance des militaires dans les organes de la transition? Je viens de dire que le pays allait très mal. Mais personne ne voyait la voie par laquelle l'équipe qui dirigeait le pays pouvait partir. Le pays était très mal dirigé. Et chacun savait que, et pour les services sécuritaires, et sur le plan économique, et sur le plan social, il y avait des difficultés. Mais retournons en 2014. Les raisons qui ont amené l'insurrection demeuraient toujours. Ça n'a pas été résolu. Alors, il a fallu qu'il y ait un coup d'État pour casser le système qu'il y a là, afin de repartir sur de nouvelles bases. Mais lorsqu'on casse un système, ce n'est pas forcément la meilleure solution d'aider soi seul. Voilà ce qui va être fait. Les acteurs sociopolitiques qui étaient là, il leur a fait recours. La société burkinabé connaît des mots. Je souhaiterais que c'est vrai qu'eux-mêmes ils ont leur point de vue. Je souhaiterais que des acteurs issus de la société puissent donner leur point de vue par rapport à comment la transition doit se porter. Également, quels doivent être les éléments, l'agenda, le contenu de l'agenda, qu'est-ce que ça doit être. Ah oui. Effectivement, c'est sorti qu'il y a tel ou tel élément qui conforte leur point de vue. Et ensuite, ce document initial a été remis aux forces vives pour encore amender, et ça a été amélioré. Donc moi je dis que, en fait, ce que Rassablega dit là, le docteur Rassablega dit, je dis, ce n'est pas un praticien. D'accord. Nous avons connu les terrains politiques. Je pense que tout ce qu'il dit, la majorité de ceux qui se sont prononcés par rapport à la question, je pense que ça dépasse lui son point de vue unique. Merci. Merci à vous. On va essayer d'avancer pour parler maintenant de la deuxième critique que fait le docteur Rassablega Seydou Ouédraogo. Il parle du fait que le Premier ministre, les membres du gouvernement de la transition et de l'Assemblée législative de transition ont la possibilité d'être éligibles aux élections d'après transition. Avant d'en discuter sur ce plateau, écoutons d'abord l'ancien Premier ministre Tertus Zongo, président des Assises nationales, qui justifie les choix de permettre à ces derniers-là d'être éligibles aux élections. Donc avant de parler de ce que dit le docteur Rassablega Seydou Ouédraogo. Les discussions ont été très franches et je pense qu'au début nous nous sommes dit rien ne peut prospérer dans la sournoiserie. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se parle. Et je crois qu'on s'est parlé, on s'est dit la vérité. C'est vous dire que
les conclusions que nous vous offrons sont vraiment le fruit de tout ce que nous pouvions apporter de mieux. Quelques points ont été des points sur lesquels les discussions ont été assez prolongées. C'est le point sur l'inéligibilité des membres des différents organes de la transition. Naturellement, la manière dont les propositions avaient été faites, c'est aussi une rupture qui était proposée. Tous ceux qui ont participé aux organes ne peuvent pas participer aux élections à venir. Naturellement, c'était une très bonne proposition, mais nous avons nos jeunes qui vont apprendre dans ces organes. Fallait-il ne pas leur permettre de poursuivre un peu cette expérience, et je pense que nous avons essayé d'apporter une solution qui prend en compte cet enrichissement qu'ils auront dans les organes et comment ils peuvent poursuivre sur le terrain. Voilà, on revient une fois de plus sur ce plateau. Vous venez d'entendre là le président des Assises nationales. Je commence par vous, David Mouyenga. Vous n'avez pas eu cette chance en 2015 d'être éligible aux élections d'après-transition. Non, en fait, c'est vrai. Je l'ai écouté, mais c'est vrai, il a avancé des arguments, mais qui, à mon avis, peut-être il faut encore avoir des arguments encore plus solides. Hein. Ça ne me convainc pas trop. Alors, 2015, c'est vrai, le président du Faso, le premier ministre et les membres du gouvernement ne pouvaient pas se présenter aux élections, et en plus du président du Conseil national de la transition. C'était eux. Par contre, les députés, quant à eux, bon, ils pouvaient effectivement participer. Voilà un peu le dispositif de 2014. Donc vous avez également Par contre, oui, les députés pouvaient se présenter. Voilà, même si beaucoup d'ailleurs ne se sont même pas aventurés. Ouais. Voilà, mais par contre, l'exécutif, c'est très important parce que... Et c'est ça que par le... Oui, l'exécutif... Oui, puisque c'est la question de la... Oui, c'est la question de la neutralité que ça pose. Puisque ce qu'on craint, il ne faut pas qu'on pense que le gouvernement va orienter l'action en favorisant ultérieurement en leur sein, voilà, une personnalité qui va devoir se présenter. Mais il faut plutôt que les acteurs de la transition soient comme des arbitres qui vont en fait refaçonner un espace politique beaucoup plus équilibré et permettre aux compétitions à venir. Voilà, donc en fait, c'est cet esprit-là qui a guidé le fait qu'il ne peut pas se présenter. Donc quelque part, moi je partage quand même en partie, il faut le dire, hein, surtout pour c'est déjà, je crois qu'ils ont, dans ce qui a été proposé par la charte, là, finalement, on a accepté que le président de l'Assemblée législative de transition, qui ne peut pas se présenter, et le président de la transition, qui ne peut pas se présenter. Alors que le Premier ministre, les ministres et les membres de l'Assemblée législative de la transition peuvent se présenter. Voilà, par exemple, pourquoi avoir éliminé les deux premiers? C'est parce que, justement, certainement, on estime que ça ne serait pas équitable. Mais l'exécutif, il n'y a pas que eux. Dans l'exécutif, il y a quand même les ministres aussi qui comptent. Donc moi, à mon avis, ça pouvait être véritablement une bonne disposition si on en arrivait, en tout cas... C'est ce que la commission technique avait proposé. Donc, et les membres de l'Assemblée législative de transition, les membres du gouvernement et le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et le président de la transition ne devraient pas être candidats aux élections d'après-transition. C'est de cela qu'il parlait d'ailleurs. Oui, justement. C'est-à-dire que justement, vous voyez que lorsqu'on a ouvert au niveau véritablement d'un monde politique pratique, comme il dit, qui ont le flair et le réflexe politique, qui ont le flair de la compétition et de l'avance politique, mais pour eux, les enjeux sur cette question-là est plus important parce que les gens veulent véritablement qu'au sortir là, ils participent, voire même que ça soit peut-être une avance pour eux de pouvoir prendre de l'avance politique sur le terrain. Donc effectivement, moi je crois que ça peut entraîner des contradictions objectives sur le terrain. Voilà. La mesure, on peut la trouver, oui, démocratique, tout le monde peut se présenter. Ouais. Mais dans la mise en œuvre, il va y avoir des contradictions objectives parce que forcément,
Rassemblement Seydou Ouedraogo les gens pense par verront- exemple que Oui. leur potentiel adversaire aux élections pourrait être tenté de les Ça, combattre c'est dans le- leurs bonnes actions. il C'est le précise. risque majeur. C'est le risque Et majeur. Amadou Traoré, quel est votre point Ok, de vue moi sur, je sur pense ces que dispositions l'ancien ministre Tertu Zongo, ce qu'il a dit, je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a une tendance chaque fois au Burkina à écarter celui qui vient de gérer le pays ou qui est en train de gérer. On veut désormais qu'il quitte. C'est une tendance. Laisse-moi quitte que je m'y mette. Il y a cet esprit. Alors, je pense que nous devons partir sur la base que la Constitution permet quelque chose. Ça, c'est la liberté de mouvement, la liberté de se réunir, la liberté pour chaque citoyen de participer au fonctionnement des institutions de la République. Compte tenu de ça, lorsque un citoyen est choisi pour participer à des structures intérimaires, comme cela arrive, pour 2 ou 3 ans, la fois dernière c'était 1 an, quel besoin a-t-on de l'empêcher de se présenter pour la suite? Je ne sais pas, est-ce qu'il a perdu des droits? Il n'a pas perdu de droits. Alors, je pense que le fait de trouver chaque fois des mécanismes afin d'écarter certains problèmes, surtout que, je disais tantôt, si on croit aux institutions, c'est là que je voulais en venir. Lorsque des institutions sont mises en place, on croit à ces institutions, il n'y a pas de raison d'écarter certains de la vie future de la nation. Ouais, si vous estimez qu'on doit les écarter parce que, ça veut dire que vous ne croyez pas vous-même aux institutions qui ont été mises en place, sinon les mécanismes institués. Est-ce que ce n'est pas pour des questions de neutralité? Parce que dans l'agenda de la transition, il est prévu par exemple qu'il faut revoir le système électoral qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui fait gagner aux élections. Alors, si par exemple, les personnes qui doivent piloter ces réformes sont des potentiels candidats, est-ce qu'ils pourront travailler dans la neutralité? Je reviens dire que c'est une question le docteur de confiance ou non aux institutions. Lorsqu'il y a une loi qui a été adoptée en disant que désormais, jamais le financement des partis politiques ne doit pas dépasser ce seuil. Mais quel besoin de neutralité a-t-on pour écarter? C'est-à-dire qu'un Burkinabé de participer à des institutions futures. Et le Premier ministre, par exemple, est-ce que durant la transition, bien vrai que dans la charte des valeurs, on préconise désormais que les gens travaillent de façon désintéressée, mais un Premier ministre qui a des ambitions électoralistes, est-ce qu'il pourra vraiment travailler de façon désintéressée pendant cette transition? Je reviens, lorsque aujourd'hui, moi je suis au pouvoir, avec mon équipe, je gère, parce que je mets tout en œuvre pour revenir dans 5-6 ans. Bon, peut-on parler de neutralité? C'est la même chose. Je pense qu'il faut faire confiance aux institutions, à différentes lois qui seront votées pour encadrer toutes ces situations et au sortir, mettre tout le monde en compétition. Je pense que c'est le plus important. Sinon, vouloir écarter telle ou telle personne pour tel motif, ça n'a pas de sens à mon avis. Mais que dites-vous quand Dr Rassemblement Seydou Ouedraogo pense que ces acteurs de la transition qui sont des potentiels candidats pourraient être combattus par leurs potentiels concurrents aux futures élections, ce qui pourrait faire trembler de temps en temps la transition? Il parle de remous immanquable. Je reviens à l'état de droit normal. Lorsque quelqu'un gère, il est également combattu par ses adversaires de façon farouche. C'est la même situation. Je pense qu'il faut laisser chacun faire valoir ses compétences au sortir de cette période-là, c'est tout. Non, moi je serais un peu quand même dubitatif sur ce point-là par rapport à M. Traoré. Je pense que l'état d'esprit de la démocratie dans nos États-là est tel qu'il est. Et les institutions-là constituent des moyens et des avances nécessaires du point de vue politique. Parce qu'en dehors même de la rationalité fonctionnelle des institutions, il y a quand même l'avance communicationnelle, d'affichage, et tout ça, ça joue dans l'avance politique. Et pour une transition qui va durer 3 années, vous comprenez que si ceux qui sortent de là doivent enchaîner, ça peut poser des problèmes. Ça, moi je vous dis objectivement dans notre contexte, ce problème peut se poser. Deuxièmement, moi je pense qu'ils ne sont pas éliminés à vie. C'est-à-dire à la fin de la transition, ils ne peuvent pas immédiatement, mais là, aux prochaines élections là, ils reviennent en fait effectivement. Oui, ça, et je pense que leur travail
de qualité et le coût historique qu'ils auraient marqué là pourrait leur profiter pour pouvoir véritablement compétir. Ouais. Voilà. Et néanmoins, n'oublions pas que nous sommes dans le cadre d'une transition et non pas dans le cadre d'un fonctionnement démocratique normal. Et donc, une transition veut dire aussi que c'est une correction du dysfonctionnement. Donc, nous sommes dans un traitement, j'allais dire, de recadrage. Et ceux qui doivent faire ça, ils doivent avoir quand même légèrement de la distance par rapport au jeu classique politique. Bon, donc, comme on dit, une transition n'est jamais normale. Donc, du coup, pour moi, ça peut être réellement un des problèmes. Vous voyez, quand il y a eu le push de 2015, l'unité qui a rien là, c'est parce que les forces savaient que voilà, les gens de la transition n'étaient pas leur chose, c'est pourquoi ils les ont défendus. Sinon, si ils voyaient qu'ils avaient pris de l'avance même par rapport à eux et qu'on les demandait par exemple, ils ne vont jamais le faire. Ouais. Ça, c'est la mentalité réelle qui provoque sur le terrain. Pour moi, c'est... Bon, et c'est le jeu politique normal. Et j'aimerais dire comme Rassabalga Sidou Ouedraogo que, bon, c'est pas une faute aussi ou une erreur qu'on ne peut pas rattraper. Moi, je crois que c'est bien cela. Dans la mise en œuvre, c'est des choses qui peuvent être corrigées. Comment? Déjà, de façon tacite, même les acteurs peuvent même s'engager à ne pas se présenter de façon tacite. Rassabalga Sidou Ouedraogo parle de cela, il dit que même un engagement public à ne pas être candidat ne va convaincre personne. Oui, mais donc, je pense peut-être qu'il faut trouver d'autres moyens pour corriger. Mais ça compte. L'engagement public peut ne pas convaincre parce que, mais... Il y a la possibilité de réviser la charte une fois l'Assemblée législative installée. Je ne veux pas que certains points puissent faire l'objet de révision. Mais je n'ai pas un peu toute la situation. Parce que, non, c'est les points, par exemple, où il est dit que le président de la transition et le président de l'Assemblée législative de transition ne peut pas être candidat, sont insusceptibles de modification. Mais pour les membres de l'Assemblée législative et les membres du gouvernement et le Premier ministre, ce n'est pas dit expressément. Donc, ça veut dire qu'on peut prévoir des articles, de nouvelles dispositions pour dire que ces derniers ne peuvent pas être candidats. Une fois l'Assemblée législative dans une charte, on prévoit installée, toujours quand même ce qu'on appelle un espace pour la modification. La preuve, celle de 2015, il y a eu quand même une prolongation de un mois. Voilà. Ça dépendait des acteurs, puisque c'était par consensus des acteurs qui sont présents. S'ils acceptent, ils peuvent le faire. Mais je précise que ce point-là, que nous avons développé, il est loin de vouloir défavoriser des acteurs de la transition qui sont soit politiques ou autres. Mais c'est plutôt la sécurisation de la transition en termes de stabilité et en termes de popularité et d'unité autour de cette transition-là pour qu'elle puisse aller à bout. Parce qu'une transition va toujours connaître souvent quelques soubresauts, des petits problèmes, ça ne manque jamais. Ah oui, voilà. Donc, il faut qu'il y ait une ceinture de sécurité autour. Donc, c'est pourquoi pour moi, il a vu juste, et je pense, j'en ai parlé sur un autre plateau, mais je pense que c'est un point, il faudrait que les premières autorités de la transition, voilà, même dans la mise en œuvre, qu'ils peut-être ils prennent en compte quelque peu, voilà, ne serait-ce que l'état d'esprit de cette inquiétude-là, pour que, en tout cas, à mon avis, les choses puissent aller vraiment de façon soudée. D'accord. Non, en réalité, là où le problème peut se poser par rapport à la participation des acteurs de la transition, c'est comment étant en fonction pouvoir participer. Ce n'est que dans ce sens-là. Là, le problème peut résider. Ce sont les éléments qu'il évoque là, moi, ce n'est pas pertinent. D'accord. Voilà. Merci à vous. On a déjà épuisé le temps qui nous est parti. Mais on va quand même se prononcer sur un point, la prédominance des militaires dont parle Rassabalga Sidou Ouedraogo. Est-ce que cela également n'est pas rattrapable si par exemple, à l'Assemblée législative de transition, le chef d'État qui doit nommer 21 personnes nomme beaucoup de civils, est-ce que cela ne pourrait pas être corrigé, par exemple? Non, mais les 21 personnes qui nomment, on n'a pas dit que c'est des militaires. Oui, voilà, ça dépend de son choix. Donc, ça peut être issu de n'importe quelle catégorie sociale. C'est ça. Voilà, donc, à mon avis, il n'y a pas de problème pour ça, en tout cas. David Moyenga? Je pense qu'on avait déjà... Moi, je pense que... Pour éviter qu'il y ait cette prédominance... Non, il y a une mise en œuvre et ce point peut être observé dans la mise en œuvre, tout simplement. Je pense qu'on ne peut pas reprendre le tout. Même dans le travail de la commission technique,
Bon, il y avait même aussi des choses à améliorer. Donc, je pense qu'il faut... Moi, je milite pour le fait que le document qui est déjà là, qu'il y ait une inventivité, une ingénierie, un volontarisme et une précision vraiment dans sa mise en œuvre. Ça aussi, c'est l'autre enjeu de ce travail-là. Et c'est ça qui va être important parce que c'est surtout comment les gens vont mettre en œuvre fidèlement les choses. Ah, ça, c'est vraiment un enjeu important pour l'étape qui va suivre. D'accord. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour parler véritablement de l'agenda également de cette transition parce que beaucoup de choses sont prévues. Merci à vous, Amadou Traoré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste, administrateur civil et ancien député également. Merci aussi à David Mouyenga. David Mouyenga qui est le président du Socle, le Socle citoyen pour la libération, un parti politique, également député sous la transition de 2015. Merci pour votre disponibilité. Merci. Et merci une fois de plus à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de bout en bout. Merci à l'équipe technique pour son assistance. On se retrouve dimanche prochain.